Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les matinales des ponts, un rendez-vous imaginé par l'école des ponts. Vous le savez, ces rendez-vous sont l'occasion de rencontres et d'échanges entre les mondes de la recherche, de l'enseignement et de l'entreprise. Aujourd'hui, on aborde les défis de la construction bois, entre retour d'expérience des acteurs et perspectives. Alors, quelles sont les opportunités, quels sont les enjeux, quels sont les équilibres techniques, technologiques et législatifs? On aborde tous ces aspects dans le best-of qui suit. Le bois est donc appelé à jouer un rôle croissant et clé face aux défis qui sont devant nous. C'est un matériau facilement réutilisable et nous pouvons le produire localement. Pour la construction et dans un nombre croissant de conditions d'emploi et d'usage, il représente une véritable alternative au béton, qui plus est plus durable. Cela justifie donc pleinement d'intensifier les recherches sur le bois et les façons de faire appel à lui en substitution de matériaux à forte empreinte carbone. Cette place faite aux matériaux bois est pleinement cohérente avec une de nos orientations stratégiques centrales de notre contrat d'objectifs et de performance avec l'État, qui est de former des ingénieurs de haut niveau, acteurs du développement durable, capables d'y apporter des contributions décisives et engagées au service des transitions écologiques, énergétiques et numériques. Ce qui est super dans les réalisations bois des JO, c'est qu'on a toutes sortes d'ouvrages en fait. C'est difficile de les dénombrer d'ailleurs parce qu'on en a certains, on a juste des menuiseries bois, et puis on en a d'autres comme le centre aquatique olympique ou comme le village olympique où le bois est vraiment employé avec de l'innovation et dans toutes ses performances extraordinaires. On peut toucher quasiment tous les domaines de la construction. On parlait des ouvrages d'art avec la REP. Nous, voilà, là, récemment, on travaille sur des passages faunes, sur des passerelles, ce genre d'objets-là. Des ponts bois aussi, à un moment donné, ont été questionnés sur des faisabilités, donc c'est pas allé au bout, mais on sent qu'il y a quand même des possibilités. Le CEREMA a produit un guide d'ailleurs à ce sujet-là, donc on est très positionné là-dessus. On travaille avec la FGC, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est ouvrage d'art. C'est quand même le cœur de métier, j'ai envie de dire, de la CETEC. Donc c'est vraiment un secteur qui nous anime beaucoup. Mais après, il y a tout ce qui est logement. Marie en a parlé. Donc le village d'athlètes, forcément. Là, on travaille sur un projet de 200 logements à Brie-sur-Marne pour REI Habitat avec Archi 5. Donc voilà, sur des bâtiments R+5 et R+7 qui vont être peut-être, on va dire, la majorité de ce qui va se faire dans le futur, même si on aimerait aller plus haut, hein, mais on va devoir attendre un peu potentiellement. Et puis après, tout ce qui est bureau, équipement public. Nous, on va livrer une petite opération de maison accolée individuelle qui représente aussi l'avenir de la construction, je pense, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut densifier différemment le pavillonnaire et créer un nouvel imaginaire autour de ça. C'est intéressant parce que c'est 10 maisons accolées qui ont été construites entièrement en bois et en béton de chanvre avec une filière ultra locale, puisque l'usine qui fournit les façades de l'ossature bois est à 30 km du chantier. Donc il y a aussi cette logique de circuit court, parfois qui peut être intégrée, pas tout le temps, mais lorsqu'elle peut l'être, c'est quand même intéressant, parce que du coup ça fait porter une cohérence du discours, une cohérence de territoire, et auprès des élus aussi, de pouvoir aller les voir, les convaincre de nos solutions, qui sont parfois atypiques, et de pouvoir porter ces sujets jusqu'au bout. Demain, construire la ville, c'est reconstruire la ville sur la ville. Et la construction bois, c'est aussi une vraie solution pour ramener de la surélévation légère, rapide et environnementale. Donc ça, c'est les défis qui se présentent à nous, c'est-à-dire de se dire, quand on vient travailler en bois, comment on vient remettre de l'inertie dans le bâtiment. Et c'est là où on va parler d'introduire une mixité de matériaux qui vont permettre de redonner à la fois l'inertie, mais aussi l'hygrométrie, qui est indispensable dans un bâtiment. C'est vrai qu'en structure, maintenant en bois, on arrive à faire des portées beaucoup plus grandes. Et c'est vrai que ça peut aussi avoir un impact sur toutes les questions de bâtiments logistiques. Nous, par exemple, à la REP, on a travaillé sur un technicentre avec une charpente entièrement en bois, donc un bâtiment de 400 mètres. Et donc c'est aussi un levier pour les bâtiments futurs, quoi. Alors chacun aura sa définition de ce que c'est qu'un ouvrage en bois, mais
Pour moi, c'est quand il y a une dominante structure bois. Et qu'ensuite, bon, alors, ça peut être du 100%, du 80%, du 60%. Voilà, il y a des variables, évidemment, mais pour moi, c'est quand il y a une structure bois voilà, qui est porteuse, forcément. Et donc là, pour moi, c'est là qu'on parle d'ouvrage bois. Voilà, pour moi, c'est la base. Je travaille aussi pour Fibois Île-de-France qui est en train de réfléchir à ce que c'est le pacte bois biosourcé à l'horizon 2030. Donc, qui a un chiffre qui a été défini, c'est 10 kilos de bois par mètre carré de surface de référence. C'est le minimum pour pouvoir rentrer dans le pacte. Le bois a cette vertu d'être déjà un composant industrialisé, de répondre à ce qu'on appelle la construction hors site. La construction hors site, c'est quoi, hein? Ça peut être du 1D, ce qu'on appelle du filaire, poteau, poutre, 2D, les panneaux, planchers, 3D, des modules, voilà, des composantes, salles de bain préfabriquées. Et nous, dans les usines aujourd'hui, bois, on est à plus de 99% de déchets recyclés, puisque on part d'éléments assez simples, hein, qui sont des poutrelles en bois et qui vont être découpées en fonction des besoins qu'on va avoir. On arrive quand même sur de la construction neuve actuelle, mais surtout à garantir à nos clients des consommations dans les bâtiments qui sont très 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 faibles. On est de l'ordre de 5 € du mètre carré par an. Et ça, très clairement, c'est grâce à l'usage du bois. Comme vous l'avez dit, c'est tout l'aspect préfabrication. Bon, le premier, c'est du coup qui amène de la rapidité, du confort pour les riverains lors de la construction, donc il y a moins de bruit. On va trouver des structures mixtes, par exemple avec des poteaux-poutres béton, avec plutôt des portées assez courtes, et des planchers bois en CLT. Et ça, par exemple, ce genre de choses va amener à une vraie baisse, une vraie performance dans le bâtiment d'un point de vue du carbone. Aussi, le bois est très porteur des nouvelles filières de la construction, notamment bois terre paille, comme son l'indique. Donc tout ce qui est isolant paille et tout ce qui va être justement la terre crue, ou les matériaux qu'on va avoir à disposition à proximité des chantiers où on va construire. Donc le bois va aussi porter ce genre d'initiative, de mariage, de mixité. Et va porter peut-être la recherche aussi dans cette direction-là pour pouvoir construire encore plus bas carbone. Donc les enjeux, c'est notamment avec le développement des projets de rénovation, de surélévation, donc de refaire la ville sur la ville, comment on peut privilégier le matériau. Il a des emplois pour les bâtiments tertiaires et industriels, effectivement, les entrepôts, ce genre de choses, beaucoup de performances. Donc il y a quand même des perspectives de développement qui sont importantes. Et dans les pactes bois biosourcés, par exemple, comme outil, on incite aussi à quand même se préoccuper de la traçabilité du bois, c'est-à-dire de s'assurer que les bois sont issus de forêts gérées durablement, parce qu'en effet, si ce n'est pas le cas, tout ce qu'on raconte sur le puits de carbone et tout ça n'a pas de sens. Encore trop souvent, à mon avis, mais bon, il y a plein de raisons à ça. On se retrouve avec des conceptions qui ne sont pas toujours bien adaptées à ce que le bois propose en termes de système constructif ou de matériaux d'entrée. Et de fait, il faut que tout le monde continue de monter en compétences. On a un sujet de monter en compétences, effectivement, de tous les acteurs sur le sujet. Je penserais qu'en 2024, on y serait. En fait, on n'y est pas encore, donc il ne faut pas tout à fait être naïf par rapport à ça. La construction bois n'est pas encore suffisamment développée pour croire et penser que tout est bon et tout est OK. Enfin, je pense... Hein. Donc il faut être très vigilant là-dessus, notamment quand on est maître d'ouvrage public. Plus la conception, plus on met du jus de cerveau au démarrage, avec le bois, plus en fait à l'arrivée, on peut aller très vite dans la pose. Et puis à l'extrémité de la chaîne, ce qu'on a fait pour les JO est un petit outil qui était très utile, c'est pour les compagnons présents sur le chantier, qu'ils soient plombiers, qu'ils soient électriciens, comment on fait quand on est dans un chantier bois. On ne va pas aller percer les parois et tout ça comme si c'était du bout de béton et reboucher derrière. Donc il y a vraiment
tous les acteurs à englober, c'est un sacré défi. Un des leviers fondamentaux, si on veut construire plus en bois, si on veut construire plus en hors-site, si on veut être meilleur en conception pour qu'effectivement les industriels soient en capacité de répondre à la demande, il faut qu'on arrive à stabiliser des conceptions, il faut qu'on arrive à stabiliser des modes constructifs qui soient reproductibles. Et qu'on arrête de faire des démonstrateurs. Les démonstrateurs, ils ont été faits. Maintenant, quel enseignement on tire de chacun des démonstrateurs? Comment on stabilise les choses pour se dire, maintenant, quand je fais du logement, je sais que ce type de plancher, mixte ou pas mixte, il est possible. Que ce type de façade, mixte ou pas mixte, c'est possible. Mais que ce soit réellement reproductible. Et qu'on arrive à avoir des concepteurs qui ont des réflexes, ont des coûts maîtrisés, et derrière que des entreprises sont en capacité d'y répondre. Par rapport au logiciel de conception, il y a aussi les concepteurs à former. Et souvent, on se retrouve avec aussi des architectes ou concepteurs qui vont avoir une envie de finesse et dans les poutres, qui du coup, on va se retrouver à concevoir un bâtiment en bois. Et en fait, ça va être peut-être trop grossier. Et donc ça va finir, ça peut transformer dans une des étapes de LoiMOP en béton, en métal. En France, en fait, la façon de défendre nos immeubles, on est sur ce qu'on appelle des défenses passives. Donc le principe, c'est en particulier quand on travaille en bois, aujourd'hui on nous demande de tout encoffrer avec des placos, coupe-feu, etc. C'est vrai que le reste du monde, ce que je vous ai dit quand on a préparé les choses, est plutôt sur un système de défense active où on part du principe qu'on essaye plutôt que le feu ne prenne pas et donc on l'arrose avec des systèmes d'eau. Après, on appelle le sprinklage. Le sprinklage. Après, moi, je ne suis pas en capacité de dire quelle est la meilleure des solutions, mais c'est vrai qu'en ce moment, à titre personnel, on a des projets qui sont en cours d'instruction où on nous demanderait de faire les deux. Donc là, c'est là où ça ne va plus du tout au niveau économique. C'est qu'il y a un moment, il faut qu'on prenne une décision. C'est l'un, c'est l'autre, c'est une règle. Industrielle que nous sommes, on trouvera les solutions en face de cette règle, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout cumuler. Je souscris à ça, mais en fait, avant même ces contraintes-là, avant même la doctrine de Paris, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas aussi beaucoup de bois? Je vais mettre un pavé dans la mare, mais c'est que ça coûte beaucoup plus cher de construire en bois. Enfin, il faut aussi se le dire. C'est-à-dire que, en fait, on a listé avant toutes les conditions de réussite pour que le bois ne coûte pas plus cher, ou pas trop, à performance égale, parce qu'on a parlé de performance aussi. Et en fait, c'est ça dont il faut parler à l'avenir. Et on a parlé de toutes ces conditions de réussite-là qui sont vraiment essentielles pour que justement le bois soit compétitif. Donc, juste d'un point de vue économique, déjà, avant même les sujets de réglementation, voilà, il faut réussir ce pari-là. Mais je ne comprends pas cet écosystème de réglementation qui est absolument paradoxal, où d'un côté, on a l'État qui nous dit il faut accélérer sur la décarbonation, et ils ont parfaitement raison. C'est même peut-être pas assez vite. On le sait que c'est pas assez vite. Mais on a ces paliers RE 2025, RE 2028, RE 2031. Et en face, on a des doctrines qui vont à l'encontre de l'accomplissement de ces objectifs. Il faut aussi être juste et se dire, ok, peut-être qu'en fait, on n'avait pas la réponse à toutes les questions parce que on a besoin de faire encore des essais, etc. C'est ce qui est en cours c'est ce qui est en cours, sauf que le temps l'échelle de temps des essais n'est pas la même que celle des besoins de la construction. Donc on est dans cette phase en ce moment un peu schizophrène, quoi. Mais si vous voulez aller au-delà, on peut avec de l'EASY, c'est-à-dire qu'on va modéliser les incendies et on va pouvoir dire, oui, là, si on fait l'ouvrage de cette façon-là, il va se comporter de cette façon-là et il faudra du sprinklage ou pas, etc. Je pense que moi, la voie, elle est là. En quelques mots, le réchauffement climatique, avec ses différentes manifestations, à la fois, alors les 2 années de sécheresse qu'on a eues en 2022-2023 ont beaucoup affecté la santé des arbres, les fragilisent, donc les rendent plus vulnérables aux parasites. Les incendies, évidemment, donc il y a une augmentation de la mortalité qui est quand même assez saisissante. C'est plus de 50% d'augmentation de la mortalité sur les 10 dernières années. Donc il y a des vraies inquiétudes, et si vous vous promenez en forêt, ça se voit à l'œil nu, ça fait peur en fait. Quand on prélève comme il faut et qu'on met en œuvre ce bois, donc au-delà de l'aspect carbone, on fait du bien à la forêt parce que ça permet d'entretenir la forêt à condition qu'on le fasse correctement, et de fait, ça fait du bien à tout le monde. Et puis après, ça fait vivre tout plein d'écosystèmes, parce qu'en France, il faut savoir que partout, sur tout le territoire,
il y a l'écosystème bois qui est présent avec des réelles compétences, etc. Le bois, le mot n'a pas été dit, c'est un matériau renouvelable. Et les forêts, la biomasse, c'est notre seul puits de carbone maîtrisé à ce jour. C'est-à-dire que la neutralité carbone en 2050, sans les forêts, on ne sait pas la faire. Parmi les objectifs, il y a aussi peut-être celui de l'usage du bois sortant, le bois d'œuvre sortant qui n'est pas réutilisé. Aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, c'est quelque chose comme 10 mégatonnes de CO2 qui rentrent en tant que bois de longue durée, donc soit sous forme de meubles ou de charpentes, donc protégés, donc qui vont stocker du carbone pendant longtemps. Et il y en a 10 aussi qui sortent du marché, donc qui part dans la nature, voilà, et qui se retransforment en CO2. Et du coup, l'une des possibilités, c'est vraiment aussi d'améliorer le réemploi, donc tout ce qui arrive en sortie d'usage, que ce soit dans justement les charpentes. Le carton, ils en font déjà pas mal, mais bon, voilà, il y a des améliorations par là, et de toute cette filière du réemploi qui est en train de se mettre en place, mais qui est très au ralenti aussi, mais c'est l'avenir aussi. La majorité des arbres qui poussent en France, c'est des essences feuillues, du chêne, du hêtre, du châtaignier, qu'on utilise très peu en construction. Mais alors, on a parlé des difficultés réglementaires. Là, on est loin derrière. Donc, c'est des gros enjeux. Mais c'est vrai que c'est assez enthousiasmant aussi de se dire qu'on a toutes ces pistes-là à ouvrir. Il faut que l'écosystème travaille ensemble. L'écosystème, ça va de l'État jusqu'aux pompiers. Je connais ce que tu disais tout à l'heure sur les pompiers. On a tout ça à apprendre les uns des autres. Il faut qu'on travaille mieux ensemble, plus ensemble, pour que justement on puisse réussir ce pari. Vraiment, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre futur. C'est ça l'enjeu aussi. Aujourd'hui, on est soumis à la réglementation environnementale. On en a parlé de la RE 2025, 2028, 2031 sur les seuils. On sent que les pouvoirs publics ont envie de revenir en arrière. Je pense qu'il faut absolument pas revenir en arrière, parce que c'est ce qui force tout le monde à mettre du bois dans les constructions. C'est ce qui force les industriels à trouver de nouvelles solutions techniques. Le fait d'avoir une industrialisation, ça permettra aussi de maîtriser les coûts, de les diminuer. Continuons, on en a absolument besoin. Ne revenons pas en arrière sur les normes. Et collectivement, maîtres d'ouvrage, industriels et associations et autres, mobilisons-nous pour rester dans ces obligations de progresser au niveau environnemental et surtout de ne pas faire marche arrière. Alors, je pense qu'on est qu'au début de ce qu'on peut vraiment faire, donc ça va dépendre de plein de choses évidemment, des investissements, etc. Et surtout quand je vois ce qui se fait à l'étranger quand même, parce que pendant un temps on était quand même assez en avance sur, notamment avec la Divbois, la volonté de construire très haut, etc. Et on nous regardait vraiment, pas avec admiration, mais avec beaucoup d'envie. Et depuis, plein de pays ont quand même bien investi dans leur filière et arrivent à faire des ouvrages quand même de belle hauteur. Alors, il ne faut pas faire que des ouvrages de grande hauteur, mais ça montre que quand même, avec de la volonté et puis le soutien des pouvoirs publics et les investissements qui vont bien, on arrive à faire ce qu'il faut, ce qu'on a envie. Donc moi, je reste très confiant par rapport à ça. Et je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc.